Je crois que je vais rejoindre mon collègue, puisque je suis artiste peintre, et je ne peux commencer sans citer Nietzsche. Sans citer Nietzsche parce qu'il n'y a pas de génie d'après lui, et que le génie se forge d'après la société, les besoins de la société. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'art dans la nation. Donc du romantisme, je ne peux avancer sur mon idée si je suis obligée de revenir un peu sur l'histoire de l'art et sur le rôle de l'art dans les nations pour pouvoir avancer et arriver jusqu'à aujourd'hui et ce que nous devenons nous aujourd'hui. Donc du romantisme à l'expressionnisme, du symbolisme à la nouvelle objectivité de l'art héroïque à l'art dégénéré, c'est parler de l'art dans la nation. C'est parler des courants esthétiques majeurs et fondamentaux. C'est parler d'artistes visionnaires et révolutionnaires. C'est enfin ouvrir des villes entières sur le monde. Ouvrir son histoire à la fois culturelle, politique, sociale, dans lesquelles les créateurs et les œuvres ont été les acteurs incontournables des tourments et des espoirs des nations. Deux nations importantes, deux nations de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne peux pas passer au travers de ces deux nations-là pour pouvoir avancer juste dans mon idée. L'URSS et l'Allemagne nazie. Totalitaire, qui répond à un seul mot d'ordre, à un leadership, à un parti unique. La propagande a été l'une des premières armes pour pouvoir faire passer les slogans les plus importants. La propagande est une stratégie de communication qui tend à inculquer à grande vitesse, grand V, les idées à une vaste population. Le peuple est recadré et renoué dans le but de faire passer une seule idée dans le domaine politique, social, spirituel, culturel. Nous avons des artistes comme Frédéric, comme Hugues, comme Gaspard, comme Otto Dix, qui ont été les témoins du tourment de cette nation. Nous avons aussi, en URSS, l'un des plus grands l'un des plus grands dictateurs de ce temps-là a été Lénine lui-même, qui avait prôné le théâtre et le cinéma pour pouvoir repousser l'illettrisme dans son pays. Je reviens vers nous aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi ces deux grandes nations? Ces deux grandes nations ont utilisé la culture pour pouvoir avancer. La culture pour pouvoir faire passer leur plus grande stratégie comme ça destructrice. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais ce qui n'a pas changé, ce qui a évolué, c'est une espèce d'appareil extraordinaire de la culture qui s'est mise en place en 2 siècles. Face à nous, nous avons Singapour. Singapour qui est une très très grande ville, qui se voulait s'ouvrir vers le monde. Comment s'ouvrir vers le monde? En créant des théâtres, en créant des salles de spectacle. C'est devenu aujourd'hui une espèce d'esplanade, ce qu'ils ont appelé le plan de la Renaissance. En 2000, en 17 ans, ils ont fait une avancée dans le monde de l'art contemporain extraordinaire. Dubaï, comment ne pas parler de Dubaï, qui est une plaque tournante aujourd'hui de l'art contemporain. Dubaï, il faut s'imaginer que c'est une superficie de 3825 mètres carrés, où il y a des malls extraordinaires de shopping, où les marques se bousculent au travers de Dubaï pour pouvoir être les premiers. Dubaï comme plaque tournante de l'art contemporain, oui, parce que la mégalomanie de Dubaï se voulait présente dans l'art contemporain pour la simple raison que les grandes figures VIP de ce monde de l'art artistique, comme le MoMA de New York, comme le centre Pompidou, comme les plus grandes galeries se bousculent pour voir et pour humer les plus grandes manifestations et de ce qui se fait de meilleur dans le monde artistique et contemporain. Ma question est-elle? Qu'avons-nous fait? Comment
pouvez-nous avancer face à cette espèce d'appareil extraordinaire qui s'appelle l'appareil culturel? C'est une machine. 2 siècles de préparation. 2 siècles où nous avons intégré, enfin nous, non, mais eux, comme modèle, ils ont intégré une espèce de machine extraordinaire pour créer leur nation. De grandes marques aujourd'hui, de très très grandes marques dans le prêt-à-porter, cosmétique, l'automobile, avance avec le seul flambeau qui est le luxe. Le luxe, c'est le maître d'ordre aujourd'hui pour pouvoir faire passer de grandes nations par l'emblème de la pureté, de la rareté et le besoin. Nous avons créé ce besoin en tant qu'être humain. Seulement l'Algérie est restée en dehors de cette espèce de machine. Nous avons été même pas observateurs. Nous sommes où? Où avançons-nous? Où allons-nous? À mon avis, l'aveuglement dans lequel nous sommes, nous irons tous droit dans le mur. Comment pouvez-nous prétendre à une nation aujourd'hui avançant côte à côte pour pouvoir créer quelque chose qui s'appelle l'art contemporain, aveuglé par un système qui ne comprend rien à rien? Je pense que l'heure est grave. Mon travail à moi, peut-être qu'on dit de moi, je suis une artiste, je ne sais pas. Mais tout simplement, je suis acteur et observateur. Je suis seulement éponge. Éponge de quelque chose que j'appelle l'aliénation. Je suis désolée, mais l'aliénation est présente jusqu'à ne plus pouvoir regarder le futur. Vous, jeunes, vous, adultes jeunes, vous, adolescents, créez ce système-là pour qu'on puisse nous avancer, pour que vous puissiez vous avancer. De toute façon, ce n'est pas vous qui avancerez, mais c'est la nouvelle génération qui doit avancer. Nous ne pouvons occulter ce qui se passe. C'est vrai, le post-colonial, le colonial a fait de nous, et la décennie noire nous a beaucoup fait régresser dans le modèle, face au modèle et aux géants en face de nous. Mais nous pouvons. Nous avons une très très belle énergie. Nous devons constituer un patrimoine national. Quand vous pensez que notre système n'achète même pas ces artistes et qui sont dans une précarité extraordinaire, comment voulez-vous que nous, on continue à penser, à réfléchir, à avancer? Moi, je réponds à des thématiques. Mon travail répond à une thématique. Le plus souvent, j'essaye de décortiquer une thématique. Pour celle-ci, a été sur le fil. Sur le fil, ma symbolique a été la guillotine. J'ai traversé le temps. Je suis repartie jusqu'à Louis XIV pour pouvoir comprendre ce qu'était la guillotine. La guillotine a été créée par Guillotin. Lugubre et aussi lugubre et macabre que ça a été, Guillotin a pensé que c'était la meilleure façon de tuer, de donner la mort. En fait, il paraît, d'après Guillotin, qu'on s'évanouit et puis la mort est immédiate. Sauf que Guillotin n'a pas été le premier à créer cette machine. Non. Elle a été créée dans les Pays-Bas. Sauf qu'elle a été importée. Louis XIV n'a pas cru bon, en fait, utiliser cette machine. Et pourtant, il est mort avec cette machine. Vers la Révolution française, avec les culottes courtes, on a abrogé la bourgeoisie française pour pouvoir instaurer un nouveau mot d'ordre qui est le peuple. J'ai avancé dans mathématiques, sachant que ce sont 2 ans de travaux et de recherche. J'ai avancé pour aller jusque dans les geôles, où on disait Allahu Akbar, vive l'Algérie indépendante. Continuons à dire vive l'Algérie indépendante. Ce n'est pas pour plomber l'atmosphère, mais est-ce que nous sommes réellement indépendants? J'ai continué dans cette lancée pour pouvoir dire, aujourd'hui, nous avons sur chacun de nous, comme l'épée Damoclès, en fait, une guillotine. Une guillotine qui aujourd'hui n'est pas visible, puisque c'est l'ère du virtuel. Elle n'est pas visible, mais elle est réellement présente. Je transforme le langage courant, virtuel, en langage plastique. Je suis témoin, qu'on le veuille ou pas, d'un système, témoin d'une histoire. J'ouvre mon histoire
à vous pour pouvoir réfléchir tous ensemble comment allons-nous faire pour pouvoir avancer. Le mot d'ordre doit être avancer. Nous devons avancer, sinon nous allons tous droit dans le mur. Voilà.